Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'argent vous parle. Merci d'être là. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est sexy. On parle du trading. On va spécialiser plus sur l'électricité aujourd'hui, un milieu qu'on connaît moins, le trading de l'électricité. Je suis pas seul, je suis avec Alain Brisebois. Bonjour. Allô, merci de m'avoir dans ton podcast. C'est Plaisir, merci d'être là. C'est pas ton content. premier podcast? Non, pas mon premier, mais super excité. Pas trop stressé? Pas trop stressé. Aujourd'hui, on va parler de comment ça marche dans votre équipe. C'est quoi une semaine dans ta peau aussi? Comment que ça marche le recrutement aussi? Si j'ai un étudiant ou moi qui veut venir vous rejoindre, comment ça fonctionne? Mais avant, est-ce que tu peux te présenter? T'es qui? De où tu viens? C'est quoi ton rôle chez CWP Énergie? Je m'appelle Alain Brisebois, je suis président de CWP Énergie. Ça va faire un petit peu plus que 10 ans que je suis à bord de cette entreprise-là. J'ai étudié à l'Université Laval. Puis ça fait un petit peu plus que 15 ans que je travaille en finance à Montréal. Fait que, combien de temps? T'as-tu fait la maîtrise aussi à l'Université? J'ai fait un petit bout en génie, un petit bout au bac en finance, puis CFA, puis un paquet d'autres petits titres professionnels. Mais ouais, c'est pas mal ça. C'est intéressant. On en reparlera du CFA. L'électricité. Pourquoi l'électricité? On dirait qu'on y touche à tous les jours, mais c'est un milieu qui est plus difficile. Pourquoi c'est difficile à comprendre, l'électricité? Ben, en fait, c'est super niché, puis tout le monde tombe dans l'électricité un peu par accident. Il n'y a personne qui arrive et dit hey, « moi, je veux être dans le trading d'électricité ». Les gens découvrent ça un peu sur le tard. C'est un peu pour ça que ça me fait plaisir de venir en parler aujourd'hui, parce que je veux que ça se connaisse un petit peu plus. Ce qui rend ça assez unique, c'est que c'est une commodité qui se store pas encore de façon significativement. Okay. Fait qu'on est obligé de la consommer aussitôt qu'elle est produite. Puis ça amène un paquet d'enjeux intéressants et de complexité qui rend ça beaucoup plus volatile que des commodités traditionnelles, si on veut. On va en reparler. Une dernière question avant de commencer. Pourquoi CWP Énergie, là, c'est la place pour les étudiants, pour leur carrière? C'est nous autres les plus cool, là. C'est pas compliqué. Mais c'est un environnement qui est unique en son genre parce qu'on cultive une culture de haute performance, un peu comme une équipe de hockey professionnel, si tu veux. Fait qu'on est très intense quand on travaille, puis on est très intense quand on passe du temps ensemble. C'est une culture où tout le monde se dépasse. Okay. Puis les gens veulent en apprendre tout le temps plus, puis devenir meilleurs, puis gagner, en fait. C'est vraiment le fun. On va revenir sur tes études. Donc, on revient avec ton parcours. Si on revient, quand tu as commencé à l'Université Laval, tu as commencé en génie, c'est ça? En ingénierie? Oui, génie civil. Pourquoi ce domaine-là? Mais parce que quand tu grandis, les conseillers, si tu veux, là, en orientation, ils sont dit comme toi, t'es bon en maths, tu t'en vas en génie. Là, tu te poses pas trop de questions. J'avais des amis qui faisaient ça aussi. Je disais, OK, parfait, let's go, on fait ça. Je suis arrivé là-dedans, j'ai étudié, c'était correct sur papier, j'ai fait un stage, puis là, j'ai dit, ouh là là, OK, c'est peut-être pas ça que je veux faire pour le reste de mes jours. Puis, entre-temps, j'investissais mes prêts et bourses, puis ça, j'aimais ça. C'est ça. Fait que c'est comme ça que j'ai fini en finance. Le petit déclic. Le petit déclic. C'est drôle parce que moi, c'est spécial. Dans ma vie, là, j'ai voulu être infirmier. Après ça, j'avais vu un documentaire sur les sages-femmes. J'avais trouvé ça le fun. Mon père, il a dit Philippe, arrête de niaiser. Fait que j'ai fait, allez, médecin. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Fait que je me suis retourné vers la comptabilité. Après ça, la finance. Mais tu sais, entre le médecin puis la comptable, finance, tu sais, mon grand-père m'avait posé la question Philippe, là, OK, c'est beau médecin, là. Mais si demain tu étais millionnaire, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu continuerais vers cette branche-là? Puis j'ai dit, potentiellement que j'investirais mon argent puis je regarderais ça, là. Fait que c'est plus pour cette branche-là que je suis allé en finance. C'est ça qui est drôle, ça ressemble un peu. Exact. T'es allé en finance, t'as fait le bac en finance à l'Université Laval. Ouais. T'as aimé ça? J'ai adoré ça. C'était le fun? Ouais, vraiment. Puis, tu rencontres un paquet de monde. C'est le fun de l'Université Laval parce que c'est pratiquement pas du monde de Québec qui étudie là-bas. Tout le monde se rassemble à Québec. Fait qu'il y a du monde de partout du Québec qui vont étudier là. Tu rencontres des gens extraordinaires qui te suivent après dans ta carrière, tu sais. Fait que ça a été un super parcours. Bon, t'as le premier pas en finance. Est-ce que tu avais une carrière en tête en finance quand t'as commencé? Je pense que comme tout le monde qui rentre au bac en finance, on veut tout être trader. C'est ça. Puis la définition de trader qu'on a au bac est zéro ce qu'elle est de l'industrie. T'sais, on se voit tous comme dans Wolf of Wall Street où est-ce que tu vas transiger, ça va être beau, mais finalement, la job que les gens ont en tête, c'est plus gestionnaire de portefeuille que trader, qui est plus comme une job d'exécution de commande, si tu veux, d'aller chercher le meilleur prix, la meilleure exécution. Donc, c'était ça que je voulais faire, mon début. Puis là, l'électricité est rentrée à travers tout ça. Est-ce que tu as fait une simulation? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as tombé là-dessus? Une série d'accidents mémorables. Non, pour vrai, je pense que les gens, comme j'expliquais tantôt,
tu découvres l'électricité un peu par hasard. Ouais. Fait que je travaillais dans des produits dérivés, je pensais que je faisais des choses compliquées, j'avais de l'exposure aux commodités de gaz naturel, de pétrole et tout ça. J'ai compris que l'électricité se transigeait après en faisant une rencontre un peu aléatoire là, au début de cette aventure-là. Puis j'ai trippé. Je suis tombé sur quelque chose que je savais pas qu'il existait, qui était vraiment très compliqué, mais à la fois super motivante, puis rewarding, tu sais, parce que tu touches à quelque chose d'intéressant. Puis je suis tombé là-dedans, puis ça fait plus que 10 ans que j'ai l'impression que j'apprends pour la première fois tous les jours. Tu sais. C'est fou. Puis est-ce que... C'était quoi ton profil à l'université? Est-ce que tu étais plus à t'impliquer dans tout ou plus opter, je vais avoir les meilleures notes possibles quand je vais sortir? J'étais assez impliqué dans toutes sortes d'affaires. Je te dirais, j'étais dans l'asso étudiante, cool. Jeux de génie, jeux du commerce. Fait que j'étais très musclé du coude à l'université. Par contre, j'étais pas un A student, mais j'étais pas un D student non plus. J'étais comme entre les deux. J'avais un parcours plus sportif aussi. J'étais dans toutes sortes de sports. Je m'entraînais. J'avais un résultat scolaire qui était très bon, mais qui n'était pas nécessairement sur papier extraordinaire. Par contre, j'étais un peu un jack of all trades. La vie étudiante, je trouvais ça le fun. Puis je travaillais en même temps. Donc, c'était comme un mix d'un peu de tout. Comme la vie, la vraie vie, en fait. Ouais. CWP Énergie, c'est comment tu as rentré là pour la première fois? Moi, j'ai rencontré le fondateur, qui est Philippe Boisclair, il y a peut-être une dizaine d'années, où est-ce qu'il était déjà impliqué dans le trading de bois et de grains. Il venait de partir l'électricité avec un ancien Hydro-Québec qui avait déménagé aux États-Unis puis qui voulait revenir. Puis ils se sont rapidement rendus compte qu'il y avait une grosse différence dans cette commodité-là, parce que c'était plus financier que logistique, comme les autres commodités plus traditionnelles. Fait qu'ils cherchaient à rencontrer quelqu'un qui venait du domaine de la finance pour aider à, gérer les risques, mais s'assurer de bâtir une fondation qui permettait de grossir cette business-là. Fait que moi, je suis allé les rencontrer. À ce moment-là, je travaillais pour Investissement PSP. J'avais aucune intention de changer. J'étais plus dans un mode où je me questionnais sur ma carrière, où je voulais bifurquer vers un profil plus entrepreneurial. Okay. Je me disais, j'aimerais donc ça faire quelque chose pour moi au lieu d'être dans une série de next in line pour avoir le poste de VP puis tout ça. Là, je cherchais un peu ma voie, savoir comment j'étais pour faire ça. En parlant avec eux, c'était comme une opportunité extraordinaire où est-ce qu'on a un peu tout sauté dans cette aventure-là. Puis 10 ans après, quelques cheveux gris de plus, on est là aujourd'hui. Je pense que tu racontes parce qu'il y en a beaucoup d'étudiants là, en finance qui veulent aller en finance, mais qui veulent aussi là, faire leur carrière par eux-mêmes aussi à travers tout ça. Puis le profil entrepreneurial est vraiment, vraiment là. CWP Énergie, moi je suis un étudiant, il y a des étudiants qui nous écoutent. Est-ce que tu peux l'expliquer à un étudiant, là, simplement? C'est très difficile d'aller dans la simplicité parce que c'est un business qui est très compliqué, mais tu sais, quelque chose qui parle aux étudiants, c'est l'univers des actions d'entreprise. Right? On connaît tout ça, le S&P 500, tu as une composition d'actions. Bien, les marchés d'électricité, c'est très similaire. Il faut t'imaginer ça comme des milliers d'actions que tu peux choisir un peu partout sur le territoire nord-américain. Puis, tu vas identifier celles que tu penses qui sont évaluées pas cher, celles qui vont être évaluées cher, puis tu vas choisir à quel moment tu vas livrer l'action que tu vas acheter. Fait que, en gros, là, c'est pas compliqué. Tu peux choisir des endroits où est-ce que tu peux acheter ou vendre de l'électricité partout sur le sol nord-américain, puis tu peux choisir à quel moment tu veux faire ça dans l'optique de faire un profit. Pourquoi nord-américain? C'est une limite? C'est pas une limite. Nous autres, c'est notre secteur d'activité. On opère dans tous les marchés déréglementés. Donc, au Québec, par exemple, c'est un marché qui est réglementé. C'est Hydro-Québec qui s'occupe de produire, distribuer, puis transporter. Aux États-Unis, puis, par exemple, en Australie, au Japon, en Europe, c'est un autre modèle où est-ce que tu peux agir comme indépendant dans n'importe quel de ces secteurs-là. Peux-tu me parler de... C'est quoi vos intrants, l'information que vous prenez en compte, là, la météo à travers tout ça? Oui, la météo, des fois, c'est drôle parce qu'on est plus au courant de la météo qui va faire aux États-Unis ou au Texas qu'à Montréal. C'est un peu l'absurdité de ça. Mais c'est sûr que la météo, c'est une des données importantes dans ce qu'on fait, mais il y en a des centaines de variables. Là, où est-ce qu'on regarde à peu près n'importe quoi qui peut impacter la façon que les gens produisent ou consomment d'électricité. Puis c'est vraiment devenu une business de big data rapidement. Oui. Là, rappelle-moi ton rôle. Toi, tu es au management, c'est ça? Oui, je suis président de l'entreprise. Ouais. C'est fou raide. Comment tu t'es... Parce que là, tu as commencé trader au départ, c'est ça?
J'ai commencé, moi, je suis rentré dans l'équipe de gestion. Je m'occupais du risque des opérations. OK. Puis un peu de mettre en place le plan d'affaires pour grandir cette business-là puis l'amener où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Comment tu as dû te spécialiser un peu dans l'électricité? C'est un monde que tu connaissais sûrement pas au départ. Comment tu as fait ça? Une abondance de confiance et peu d'informations. C'est fou, il n'y a pas de livres. As-tu des livres sur l'électricité? Oui, il y a des livres un peu, mais je pense que quand j'ai décidé de faire le saut, j'ai sévèrement sous-estimé la learning curve de ça. Ah ouais. Je me disais, ben écoute, je fais des affaires compliquées déjà, ça va être bon. C'est intéressant. Je suis arrivé là, je me sentais comme un enfant de 4 ans au début. J'étais comme, hey boy, c'est vraiment différent de ce que je pensais. Fait que ça a été vraiment un rough landing. J'ai lu tous les livres que je pouvais trouver. J'ai parlé à des dizaines de personnes. Je me souviens, je pense que j'ai passé ma première année en avion ou presque. Là. Je suis allé rencontrer un paquet de gens qui faisaient ce métier-là aux États-Unis. Je me suis inspiré un peu de ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Puis je suis revenu, on a fait un plan d'affaires, puis on a décidé de grossir cette business-là. Ça fait combien de temps? Ça fait un petit peu plus que 10 ans. 10 ans? Oui. Ça ressemble à quoi, là, maintenant, une semaine là, dans ta peau à toi? Là? Écoute, je pense qu'il y aurait bien des gens qui aimeraient ça répondre à cette question-là. C'est occupé. Occupé? Je suis occupé. Moi, j'ai 2 enfants. Je suis un père super impliqué. Fait que, c'est un mix de passer du temps avec mes kids, faire du sport, m'entraîner, voir les amis. Mais au bureau, c'est un mix de toutes sortes d'affaires. Ça peut être un mix de... On est 1 heure deep dans les stratégies d'investissement, un autre dans la croissance, c'est quoi nos opportunités, où est-ce qu'on s'en va, l'allocation de capital. Puis, il y a tout un lot de problem solving où est-ce que, quand il y a des problèmes, ça revient rapidement sur mon bureau. T'sais. Vous faites aussi vous avez fait la simulation à l'Université Laval en électricité. Est-ce que votre but, c'est de rendre ça un peu plus sexy pour les étudiants? Est-ce que ça l'est sexy, l'électricité, pour les étudiants? 100%. Ouais. 100%. Puis mon but, c'est que les gens aient le goût de faire ça au bac. Ouais. Tu sais, souvent, on va les embaucher un petit peu plus loin, mais nous, ça nous rend la vie bien plus facile s'ils connaissent ça avant. C'est vrai. Qu'on les rencontre. Parce qu'ils ont pu se documenter, ils ont pu faire ça. Tu sais, quand tu engages quelqu'un qui sort du bac en finance, il a déjà regardé les fondamentaux d'Amazon, il a déjà regardé les fondamentaux de Google. Tu sais, il comprend un peu comment ça fonctionne. Quand il arrive dans l'électricité, des fois en entrevue, on en a, puis ils sont comme « Ah ouais, hein, ça se transige l'électricité. » Mais moi, ce que j'aimerais, c'est réduire ce gap-là, puis d'éduquer les gens où est-ce que, oui, ça met un petit peu plus de lumière sur un marché qui est un peu obscur puis niché, mais en même temps, je pense qu'on bénéficie de ça. Puis Montréal, c'est un endroit où, puis et Québec, là, by the way, mais c'est un endroit qui est très riche en talent, soit quantitatif, énergétique, informatique, name it. Là, on a un pool de talent où est-ce qu'on peut compétitionner avec les grosses compagnies américaines puis européennes, puis gagner, tu sais. Donc, un étudiant à l'Université Laval qui est à sa première année, qui décide de se surspécialiser en électricité, ben, il y aurait un edge là, pour venir travailler chez vous sur le long terme. 100%. Tu le connais-tu? Là? Je veux le rencontrer. Spécialisez-vous. L'électricité, à quel point c'est volatile? Est-ce que c'est vraiment volatile? Comment vous faites ça? C'est probablement une des commodités les plus volatiles. Puis la raison, c'est parce que, comme j'expliquais tantôt, il n'y a pas vraiment de façon massive encore de stocker ça. Okay. Il y a toutes les initiatives, les batteries, là, ça existe. Ça commence à être mis sur la grille. Par contre, c'est pas suffisant pour être capable de stabiliser ça. Donc, tantôt, je t'expliquais qu'il faut que tu consommes ton électricité au même moment qu'elle est produite. Ouais. Puis, si tu en as trop, ben, le système brise. Si tu en as pas assez, le système brise. Fait que souvent, on sous-estime ce que ça prend pour que les lumières restent allumées. Oui, c'est vrai. Hein? Puis, pour être capable de garder ça en équilibre, il faut qu'il puisse donner un signal à quelqu'un qui produit de l'électricité de partir sa machine pour qu'il produise de l'électricité. Fait que ça peut être la prochaine machine de disponible, elle peut coûter 1 000 $ de plus que celle qui fonctionne aujourd'hui. Fait que, tu sais, il y a comme des signaux de prix qui peuvent être très, très intenses. Ouais. Puis, au même titre, si tu en as trop, il faut que tu payes quelqu'un pour qu'il t'en débarrasse au plus sacrant. Fait que l'électricité peut aller de prix négatif à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Fait que c'est super volatile. Donc, il faut vraiment que tu sois éduqué puis prudent. La tendance de l'électricité, là, c'est pas prévu, là, mais ça s'en va vers où? Est-ce que... sûrement, il y a une demande croissante pour l'électricité, mais ça va se converger vers où? Si j'avais une boule de cristal, je la cacherais dans mon sous-sol, je n'en parlerais pas à personne. Mais quand tu regardes les tendances, avec tous les mouvements d'intelligence artificielle, consommation de données, puis la compétition de toutes les Gen AI puis Agentic AI, on s'en va pas dans une diminution de consommation d'électricité. Puis on est dans un contexte où ce qui va de plus en plus avoir une rareté. Tu sais, construire de la nouvelle demande d'électricité, c'est beaucoup plus facile que de construire de la nouvelle offre.
Ouais. Donc, puis entraîner des nouveaux modèles AI, tu sais, passer par exemple de, je sais pas, GPT-5 à GPT-6, ça prend beaucoup plus d'électricité. Puis ça se fait vraiment plus facilement qu'à dire, hey, là, j'ai besoin de bâtir 3 centrales nucléaires à tel endroit. Donc, on est dans un contexte où il va se consommer beaucoup d'électricité dans la prochaine décennie. Parlons-en des données de la technologie, l'innovation, parce que l'innovation, c'est un gros mot, mais toutes les entreprises sont poussées vers là. À quel point ça change la donne pour vous, là, les gros centres de données, les crypto-miners, etc.? Là? Bien, il y a comme deux côtés à ta question. Là. Un, la technologie puis l'accès à l'information, ça a un impact sur notre business parce que ça donne de la transparence au marché. Donc, ça nous force à devenir plus compétitifs parce que l'accès à l'information est plus facile puis comme démocratisé à plein de monde. Fait que ça, c'est un côté. L'autre côté, c'est que, comme j'expliquais, étant donné qu'il y a comme un rush pour aller chercher de l'énergie. On a vu, là, Google vient d'acheter une compagnie qui bâtit de l'énergie renouvelable pour juste s'approvisionner d'un pipeline pour être capable de supporter leur croissance en consommation. T'sais. Fait qu'on est dans un moment là, où est-ce que c'est un peu le rush for gold, mais le gold, c'est l'électricité. Puis, ça nous impacte dramatiquement parce que ça met la grille en état un peu d'instabilité. Puis nous autres, l'instabilité, mais c'est un synonyme de volatilité, puis c'est comme ça qu'on opère avec la volatilité. Wow. Vous utilisez beaucoup de données à l'interne. Est-ce que... C'est quoi votre but à travers tout ça? C'est la rapidité. Comment ça fonctionne? En fait, c'est pas vraiment une game de rapidité, mais c'est une game d'information. Ouais. Nous autres, ce qu'on essaie de trouver, c'est le petit détail qui va faire que nous, on va voir plus clairement sur ce qui va se passer demain que la compétition ou le marché. T'sais, on peut avoir des opinions sur la météo, on peut avoir des opinions sur l'état de la grille. Est-ce que telle centrale va être online, offline? Est-ce que le gaz naturel va être à tel prix? On a plein d'hypothèses puis de modélisation. Fait que le plus de données qu'on a, que ce soit des données traditionnelles ou des données alternatives, ça nous permet d'inférer une vue qu'on va pouvoir transiger sur l'électricité. Comment tout ça, ça a changé depuis les 10 dernières années? Tout ce qui est big data, comment vous voyez ça? C'est fou. Écoute, on est parti de... toute la business fitait dans un chiffrier Excel à des centaines de milliers de dollars de dépenses en cloud computing. Fait que, c'est vraiment une montée de la sophistication dans cette business-là à travers du marché. Là, c'est pas juste pour nous, mais ça s'est sophistiqué dramatiquement dans les 10 dernières années. Je veux qu'on vienne à tes débuts professionnels. On en a parlé, l'entrepreneuriat, c'est important pour toi. Ça a été quoi la première décision risquée que tu as prise à ce niveau-là? Écoute, c'est pas... je me suis pas jeté en bas d'un avion, là, mais moi, j'ai gradué, je pense, au pic de la crise financière de 2008. Wow. Fait que si je te donne un peu le sens, là, c'était pas le meilleur temps pour se trouver un emploi en finance. Là, tout le monde perdait leur job, il y avait des desks qui fermaient, il y avait plein de compagnies qui étaient en train de faire faillite. Fait que c'était pas les moments les plus glorieux. Là. Fait que dans les opportunités, j'avais pris un emploi qui était disponible à ce moment-là. Je travaillais comme en support à l'investissement pour une compagnie d'assurance. Puis... il y a eu, à un moment donné, cette compagnie d'assurance-là a décidé de se lancer dans les produits dérivés. Okay. Puis moi, j'avais pas eu beaucoup d'exposure à ça. Ça avait bien été. J'avais une bonne réputation dans cette desk-là. Fait que j'ai pris la job, mais j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Ouais. J'avais jamais fait ça. Puis je me suis lancé à la tête première là-dedans. Puis ça a été un peu mon modus operandi. Ça a été ça toute ma carrière après. Je me suis toujours lancé à la tête première dans quelque chose que je connaissais pas tant que ça. Mais ça a été comme le premier risque. C'était ma première job. Il fallait que ça soit un succès pour que je me fasse une réputation. Puis finalement, je me suis lancé dans quelque chose que mes chances de succès... si je leur avais donné un chiffre au début, je sais pas, il aurait été assez low, je pense. Quand tu rentres en finance dans un monde comme ça, est-ce que tu te sens légitime par rapport à tout ça? Est-ce que tu as une crainte? Est-ce que tu as des doutes sur toi-même? Absolument. Je pense que tu en as au début, mais c'est pas quelque chose qui disparaît nécessairement avec le temps. T'sais, aujourd'hui, j'en ai encore. Je pense que si tu te mets jamais en doute, c'est parce que tu pousses pas assez fort. Fait que, si tu es dans un siège où you've got it all figured out, là, bouge. C'était quoi ta mentalité aussi, ton état d'esprit à travers tout ça? Parce que moi, je me dis, tu rentres en finance, tu veux être le meilleur. Tu veux être, tu veux te faire valoir le plus. Avoir des échecs, ça va faire partie de la route. C'était quoi ta mentalité par rapport à tout ça, toi? T'étais-tu plus en mode, mon premier coup, il faut que ça soit super bon pour monter ma... Non, je te dirais que j'ai toujours eu une mentalité de je fais confiance en mes capacités. Okay. Fait que si je manque mon coup,
je vais avoir une autre opportunité de faire autre chose. Puis ça va être une autre chance d'avoir du succès dans cette affaire-là. Tu sais. Je pense que dans le trading, dans la finance, puis en entrepreneuriat en général, si tu fails, tu passes à d'autres choses rapidement. Tu prends ce que tu as appris. Tu passes à d'autres choses rapidement, puis tu bounce back, puis tu te poses pas 50 questions. Tu sais. Je pense que si tu te mets à trop tourbillonner sur pourquoi ça n'a pas fonctionné, ou si tu essaies de trop figurer tous les détails pour que ça soit un projet parfait, ben les autres vont te dépasser. Là. Il faut que tu y ailles. Est-ce que tu changerais de carrière aujourd'hui, où tu te vois, mettons, je veux pas te dévancer mes questions, mais où tu te vois dans 10 ans? Là, ça me tente trop de t'as posé la question. Dans 10 ans, tu te vois où? J'espère qu'il me reste des cheveux pas gris dans 10 ans. Honnêtement, moi, si c'était à recommencer, je ferais exactement la même chose aujourd'hui. Puis à chaque jour, j'ai l'impression que c'est ma première journée. Fait que je suis vraiment loin d'être tanné de faire ce que je fais. Dans 10 ans, je pense que je me vois encore dans le monde de l'entrepreneuriat. Je me vois encore dans le monde de l'énergie. Potentiellement encore avec mes partenaires, avec les gens avec qui je travaille, mais entouré d'une équipe qui est vraiment plus senior, qui a un scope d'activité vraiment plus large. Puis ça nous permet de mieux choisir qu'est-ce qu'on investit, qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est certain que je reste dans le domaine de la finance, dans le domaine des investissements, potentiellement dans l'énergie. Tu as sûrement eu des offres à d'autres endroits, d'autres parcours différents. Qu'est-ce qui fait que tu restes? Où est-ce que tu es? C'est encore l'entrepreneuriat, la liberté? Ouais, tu sais, c'est facile à dire que le gazon est plus vert ailleurs. Ouais. Moi, je regarde ça un peu comme un athlète olympique. Tu sais. Ta façon de te rendre sur le podium la plus rapide, c'est laquelle? C'est de changer de coach ou c'est de garder le même coach puis de travailler les petites affaires qui ne marchent pas? Tu sais. Les deux réponses peuvent être bonnes. Là. Ça dépend vraiment c'est quoi ton parcours, qu'est-ce que tu veux faire. Moi, je travaille j'ai des partenaires extraordinaires. J'ai des collègues extraordinaires. J'ai un pipeline de jeunes qui me gardent sur mes talents parce que j'ai pas le choix de rester sharp parce que sinon je me fais dépasser. Je suis à Montréal, dans une ville que j'aime. J'ai absolument aucune raison de changer. Puis si moi, je suis capable d'amener ce win-là pour une business à Montréal où dans 10 ans, tout le monde se revire de bord et ils sont comme coudon. C'est qui eux autres? Comment ça se fait que ça a bâti à Montréal, cette affaire-là, et personne ne le sait? Je vais vraiment être fier de ça. T'es parti de Québec, pourquoi? Est-ce que pour toi, c'est Montréal? Souvent, c'est ça, les étudiants, ça leur fait peur de quitter Québec. On dirait que t'es à Québec, t'es dans un beau nid, Château-Frontenac, la rivière, on est bien. Mais qu'est-ce qui fait que t'es allé plus vers Montréal, la carrière? En fait, moi, je revenais à Montréal. OK, c'est ça. Je viens de Montréal, je suis allé étudier à Québec parce que il fallait que je m'éloigne. Okay, j'avais besoin d'un peu de distance pour être capable de faire mes études. Fait que j'avais regardé Québec, Sherbrooke. Finalement, j'ai choisi Québec, qui est sans regret d'ailleurs. Là, c'est une super ville étudiante. Donc, quand j'ai terminé ça, moi, je voulais revenir à Montréal parce que c'était mon patelin. Tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui quand tu regardes l'équipe que tu as bâtie, l'entreprise, etc.? Moi, ce qui me rend fier, c'est d'avoir bâti une business de calibre international à Montréal avec des gens qui progressent. Là. Tout le monde qui se joint à nous, il s'améliore de façon professionnelle, personnelle puis financière. Tout ça dans un contexte où j'élève mes 2 enfants de façon très impliquée, qui font partie de ma vie sans faire de compromis sur la qualité de la business qu'on bâtit. Puis, ce qui me rend particulièrement fier, c'est qu'on fait ça dans la gentillesse puis la bonne humeur, qui est, selon moi, vraiment important parce que c'est pas vrai que pour gagner, tu es obligé d'écorcher tout le monde au passage. Ça peut être fait de bonne façon puis de bonne humeur. Il faut en parler. L'équilibre vie avec la profession à côté, comment tu gères ça? T'sais, moi, je me rappelle, j'avais eu un stage, puis le monsieur, j'avais posé la même question. Il m'avait dit, Philippe, c'est un mythe. Ça n'existe pas. Famille avec la profession, tu peux pas être carriériste en même temps. Comment tu vois ça, toi? Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. 100% mythe. Okay? Ouais. Puis, je pense que tu peux tout avoir dans la vie, mais peut-être pas tout en même temps. Okay. C'est bon, ça. Puis, il faut que tu sois capable de, tôt dans ta vie, savoir qu'est-ce qui est important pour toi. Tu sais, si toi, tu dis, moi, là, c'est ma carrière qui est super important, je veux gagner des centaines de milliers de dollars par année, c'est certain que tu vas sacrifier quelque chose along the way. Ouais. C'est peut-être le temps que tes amis, c'est peut-être le temps que tu investis à bâtir ta santé, c'est peut-être ta famille. Il faut que tu choisisses. T'sais, si toi, c'est ta famille puis ta business ou ta carrière qui est très important, ben c'est là que tu investis ton temps. Ça se pourrait que tes relations avec tes amis en souffrent. Ouais. Ça se pourrait que tu aies moins d'abdos que ce que tu aimerais avoir. Mais il y a quelque chose il y a un coût à faire ces choix-là. Puis ça va fluctuer dans ta vie. Tu sais, quand tu as 20 ans, c'est peut-être pas les mêmes affaires que quand tu as 30, quand tu as 40. Mais je pense que l'équilibre vie-famille, c'est un peu
c'est un peu un mythe, puis chacun des personnes a un équilibre différent. Ou est-ce que toi, si je te demande qu'est-ce qui est important pour toi, puis ce que moi, tu me demandes ce qui est important pour moi, on a peut-être des réponses différentes, mais que les deux sont bonnes. T'sais. C'est difficile parce que je sens qu'aujourd'hui, on dirait que les jeunes, ils veulent tout. Ils veulent tout rapidement. T'sais. Regarde les réseaux sociaux, là, ça va vraiment vers ça. Deviens riche rapidement, la carrière, mais aussi tu as la liberté, tu fais rien, tu es sur l'île. On dirait que c'est vers ça que ça s'enligne, puis les jeunes ont vraiment ça dans le face quand ils ouvrent leur cellulaire. Là. Mais on vit dans une vie de gratification instantanée. Là, tu la veux tout de suite, tout le temps. Tu commandes sur Amazon, ça arrive demain. C'est comme il y a ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui demeure vrai. C'est que si ça a l'air trop beau pour être vrai, là, c'est 100% sûr que c'est trop beau pour être vrai. Ouais. Il n'y a pas de recette secrète, il n'y a pas de life hack où est-ce que demain matin, si tu fais ça, tu vas être riche, puis whatever. Tu travailles plus fort que la moyenne du monde, puis tu trouves quelque chose que tu es bon, puis tu essaies de monétiser ça au plus vite, puis c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il n'y a pas de shortcut. J'aime vraiment ce que tu as dit, le trop beau pour être vrai. Il y en a beaucoup sur Instagram, du trop beau pour être vrai. Du trading, trop beau pour être vrai aussi, il y en a beaucoup, tu sais, les formations, etc. Il ressemble à quoi le vrai trading dans la vie d'un pro? Mettons, étape par étape, ça ressemble à quoi, là? Puis tu sais, je pense que pour faire du pouce un peu sur ce que tu dis, c'est que on voit aussi sur Instagram, que ce soit en trading, en entrepreneuriat, tu vois juste les bons coups. Ouais. Fait qu'il y a comme un survivorship bias là-dedans où est-ce qu'il va juste te montrer qu'est-ce qui a fonctionné, mais tous les milliers de fails, là, eux autres, ils sont pas sur vidéo. C'est ça. Puis ça donne une fausse perspective que c'est facile puis que ça fonctionne tout le temps puis tout ça. Donc là, c'est un peu ça qu'il faut comme faire attention quand on regarde toutes les vidéos de How to be successful in 10 days là, puis toutes ces affaires. In 10 days, c'est ça. Ça va vite. C'est ça. Mais dans le day-to-day, dans le trading, là, c'est vraiment se bâtir une opinion sur qu'est-ce qui va se passer pour la période que tu veux trader. Fait que si tu regardes le lendemain, tu vas essayer de savoir, tu vas regarder tout ton data, tu vas regarder ce que le marché pense, ce que nos compétiteurs vont faire, puis tu vas essayer de voir est-ce qu'il y a une faille, est-ce qu'il y a un edge que moi je vois que le reste du marché ne verra pas. Puis ça va te permettre de faire une décision où est-ce que tu dis, moi je vais aller capturer cette opportunité-là, puis en ayant une petite information de plus que le marché ou la compétition. Est-ce que vous utilisez l'analyse technique? Tu sais, les flèches, ces graphiques, etc. Est-ce que c'est quelque chose que les pros utilisent ou pas du tout? Ça dépend. Tu sais, dans l'analyse technique, ce qui est cool, c'est que c'est un peu un self-fulfilling prophecy. Ouais. Il y a plus qu'il y a de monde qui en fait, plus ça devient vrai, tu sais, parce que tout le monde voit les mêmes signaux, fait que ça amène un peu exact. Ce que ça prend pour que ça fonctionne, c'est du volume, puis de la profondeur de marché, puis ça prend beaucoup de transactions. Dans le domaine de l'électricité, il y a moins de volume, il y a moins de liquidité, fait que c'est moins facile de faire ça. Par contre, tu sais, dans le gaz naturel et tout, il y a assez de volume, là, tu peux faire de l'analyse technique. Il y en a qui vont dire que quand ils transigent sur les plateformes un peu financières puis les contrats futurs, ils vont dire, ben oui, on peut regarder de l'analyse technique, mais c'est un peu difficile. Moi, je suis plus un believer de l'analyse technique sur les actions, moins dans le trading d'électricité. C'est quoi le ratio recherche puis exécution en trading? Est-ce que vous en faites beaucoup plus de recherche que la partie opération-exécution? Oui, 100%. Je pense que l'exécution, c'est presque bancal. Okay. C'est automatisé, ça se fait à peu près tout seul. C'est que de la recherche puis de la mise en production. Si tu as une stratégie puis tu as une idée, il faut que tu la prouves, il faut que tu la travailles, puis après ça, il faut que tu la mettes dans une version qui est capable d'être exécutable selon les contraintes de marché. Mais après ça, l'exécution, ça se fait en un clic du doigt ou par un robot qui va soumettre pour toi. Là. Les traders qui travaillent pour vous, là, ça ressemble à quoi, mettons? Là? On jase. Là. Le matin, ils se lèvent vers quelle heure? Là, pour que... Mets-nous le rêve en tête. Là. Le rêve, je sais pas si les gens qui écoutent, c'est des dormeurs, mais c'est un morning job. Ouais, ça se passe le matin. Fait que, c'est le gym. Faut que tu sois là tôt. Là. Faut que tu sois là à 7-8 heures parce que le gros de la journée de trading, ça termine vers 11 heures. Après ça, c'est de la recherche. T'sais. Fait qu'il y a comme un gros de la... Fait que c'est un job de matin à 100%. Très le fun. C'est quoi qui te... Quand toi, tu arrives le matin, c'est quoi qui t'excite le plus? C'est quoi la partie de ton travail que tu aimes le plus faire? Moi, j'ai moins de day-to-day que ce que j'ai déjà eu, mais ce qui m'excite le plus, là, c'est de voir quelqu'un dans notre business qui voit son potentiel à un certain niveau. Là, puis de le voir passer ce cap-là puis d'atteindre un autre niveau. Là, moi, ça me fait triper. Wow. Si je suis capable d'aider puis de le pousser à ce qu'il bridge ce gap-là, c'est vraiment ça que je trouve cool à faire. Puis tu sais, je regarde
ma job aujourd'hui, c'est sûr que j'ai des responsabilités en termes d'allocation de capital, de stratégie et tout ça, mais comme président, je me vois vraiment comme ma job principale, c'est d'essayer d'embarquer le plus de monde dans ma journey, puis d'essayer de les convaincre qu'on veut faire quelque chose de bien, puis que ça peut être cool pour eux autres. Puis après ça, une fois qu'ils sont avec nous, c'est de les convaincre de revenir à tous les jours. C'est fou raide. Puis c'est ça. Puis à un autre niveau, qu'est-ce que tu aimes le moins faire? Peut-être plus difficile à dire, là. Ouais, je pense que l'envers de cette médaille-là, c'est que, comme CEO, président, mettons, les gens viennent te voir quand ça va mal, là. Ouais, c'est ça. T'es toujours dans un contexte où est-ce que t'es en problem solving, puis c'est jamais comme, hey, aujourd'hui, c'est super, tout va super bien, j'ai besoin d'aide tellement que ça va bien. Ça arrive jamais, ça. Les gens, ils viennent parce qu'ils ont besoin d'aide. Fait que c'est souvent des situations où est-ce que toi, faut que tu restes dans un mindset où est-ce que t'es positif, optimiste, fournisseur de solutions, puis d'aider la personne à se sortir un peu de sa situation. Fait que si tu te laisses un peu polluer par toutes les situations un peu négatives qui peuvent se passer, bien là, tu sets le ton pour toute la business, puis là, c'est pas le fun pour personne. T'sais. Puis t'es vraiment la dernière ressource vers le haut. Est-ce qu'il y a des personnes, toi, que tu peux aller consulter quand... 100%. Ouais. On a une équipe relativement horizontale. Notre hiérarchie est assez horizontale. Fait que, on dit ça va vers le haut, mais on est une équipe, puis tout le monde participe à la solution. La philosophie, c'est s'il arrive quelque chose, on lève la main. Mm-hmm. Puis il y a assez d'experts dans notre business qu'on va trouver une solution à la gang. T'sais. Fait que autant que les autres peuvent se tourner vers moi, je peux me tourner vers eux, puis ça fonctionne super bien. T'sais. Quand tu es trader, est-ce qu'il y a une partie aussi relation, communication avec les personnes avec qui eux... Est-ce qu'il y a de la communication ou c'est vraiment plus un travail en arrière, écran, recherche? C'est beaucoup plus écran recherche que d'autres commodités. Par contre, il y a une portion de trading qui peuvent se faire avec des contreparties, avec des courtiers, que là, tu entretiens des relations. Mais le volet communication, puis être capable de verbaliser puis simplifier ce que tu essaies de faire pour expliquer est super important parce que tu sois en trading d'électricité ou en trading d'action, il faut que tu sois capable d'expliquer en simple terms ce que tu essaies de faire à ton équipe de risque, à ton boss, au comité d'investissement avant la trade. Ouais, je comprends. Puis surtout, si ça va mal après, il faut t'expliquer pourquoi. Ouais. Fait que ce côté communication-là est important. Puis il est de plus en plus challengé, je trouve, parce qu'on est habitué de faire des interactions par texto, par Slack. Fait que quand arrive le temps de défendre les idées ou de défendre une stratégie, je trouve que les jeunes qui sortent de l'université ont plus de difficultés à faire ça que ceux qui ont sorti il y a peut-être 5, 6, 7, 10 ans. T'sais. Ah ouais. Vous avez connu une grosse croissance depuis les dernières années. C'est dû par quoi, selon toi, cette croissance-là? Je pense que c'est un mix d'une couple d'affaires. Là. Je pense que ça part de l'ambition des actionnaires. T'sais, nous autres, on veut gagner, on veut bâtir une business d'envergure. Après ça, tu multiplies ça par l'équipe. Mm-hmm. Le talent qu'on a, les gens avec qui on travaille. Puis la dernière, c'est est-ce qu'on était au bon moment, à la bonne place au bon moment. Puis ça, n'importe quel entrepreneur, s'il n'y a pas le facteur bon moment puis bonne opportunité, je pense qu'il dit un peu n'importe quoi. À un moment donné, il faut que tu sois assez résilient pour atteindre ton moment, mais ça fait partie de ça. T'sais. Fait que l'ambition multipliée par la bonne équipe, multipliée par la bonne opportunité. Puis c'est ça qui a fait qu'on a décollé. Je veux vraiment savoir le moment où est-ce que tu t'es dit, OK, c'est malade ce que je construis là. On est passé à autre chose complètement, puis je m'y attendais pas. Là. On se dit, c'est malade ce qu'on fait là à tous les jours, tout le temps. Mais il y a un moment où est-ce que, je me souviens, on était dans un board à un moment donné, puis il avait dit, vous allez voir, à un moment donné, là, si vous autres qui faites plein d'appels, vous essayez de provoquer toutes sortes d'affaires, vous êtes oui à tout parce que c'est par nécessité. Si vous voulez construire quelque chose, à un moment donné, là, ça va être le téléphone qui va sonner, puis vous allez être obligé de dire non à des affaires. Puis à un moment donné, c'est arrivé. Puis là, j'ai dit, OK, là, c'est là qu'on est rendu à un moment où est-ce que là, on est ailleurs parce que au lieu d'être obligé de dire oui à tout, là, le challenge, c'est d'être capable de dire non à bien des affaires pour pouvoir rester focus sur ce qu'on est bon. Tu sais, si on parle de stratégie d'affaires, là, quand tu as une aussi grosse croissance comme ça amène-tu des défis sur le court terme, long terme? Ouais, c'est sûr que oui, tu sais, puis je pense que tout business qui est en croissance, on vit tous à peu près les mêmes choses, là, que ça soit gérer une business avec 5 personnes, c'est pas mal plus facile que 50. Puis il faut que tu sois capable de continuer à grossir en perdant pas trop ton agilité. Puis plus que tu avances dans ton parcours, plus que tu as du legacy,
qui est dur à changer. Fait que, au début, c'est facile. Là, tu peux pivoter ça 5-6 fois dans ton année. Il n'y en a pas de stress. Mais quand ça fait une couple d'années que ça fonctionne, puis tu as des systèmes, puis tu as des choses en place, essayer de changer de cap rapidement, ça peut être pas mal plus dur. T'sais. Fait que le challenge, c'est vraiment de dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour garder notre culture entrepreneuriale? Comment est-ce qu'on fait pour garder notre agilité? Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter aux marchés qui vont vite? Puis comment est-ce qu'on fait pour continuer notre croissance puis déployer le capital de façon efficace dans un marché qui est relativement illiquide. T'sais. J'aime vraiment la discussion qu'on a jusqu'à maintenant. Ça va être le moment de remercier nos partenaires. Par la suite, on va continuer. On va parler de recrutement, comment on peut rentrer chez vous potentiellement ou rentrer dans des postes comme ça. Mais il faut remercier nos partenaires qui nous appuient à travers la session, à travers les podcasts. Live fait ça. Tu sais, souvent, puis tu vas peut-être pouvoir me contredire, mais tu sais, quand tu rentres sur le marché du travail, les notes vont être importantes, mais aussi l'implication, tu sais, le temps que tu vas mettre sur le côté de tes études, à t'impliquer dans des projets, faire des pitchs d'action, etc. C'est important souvent de rentrer dans une association étudiante à l'université. Puis l'AFSA, à l'Université Laval, ben, c'est souvent votre porte pour découvrir ça ressemble à quoi le monde étudiant, le monde associatif. Donc, si vous avez des questions, allez les voir. Vraiment, ça vaut la peine si vous êtes un nouveau étudiant. Mallette aussi, merci à vous. Hein. Super de beaux cabinets comptables au Québec. Si vous êtes intéressé peut-être par la finance, mais aussi la comptabilité, allez les voir. C'est vraiment une super de belle entreprise. IA, groupe financier, gestion d'actifs. À Québec, on n'a pas beaucoup de grosses bannières en finance. Mais si vous êtes intéressé par la gestion d'actifs, IA, c'est peut-être la place pour vous. Jarilovski Fraser, je les ai rencontrés, ils sont super gentils. Puis ils font quelque chose de vraiment spécial. Ils font vraiment de la gestion de patrimoine discrétionnaire. Donc les grosses familles fortunées, eux, gèrent ça, etc. Entre autres. Donc c'est spécial. C'est une spécialité que si vous voulez développer, je cherche des gens aussi. Beneva, merci à eux. Beneva, c'est plus qu'une institution normale, une grosse banque. C'est une mutuelle avant tout. Ils ont une raison d'être, ils ont des missions, des visions, des valeurs derrière tout ça. Si pour vous, c'est important vraiment d'aller travailler pour une raison d'être avant tout, ben allez voir Beneva. Et merci finalement à CFA Québec. CFA Québec qui est la place. Là. Moi, j'espère un jour avoir un CFA. Toi, tu as ton CFA. Si vous voulez plus d'informations, allez voir la page Internet de CFA Québec. Et puis, ça fait le tour de mes remerciements. Super. Je veux qu'on parle... Je suis rodé, là. Je commence à être rodé, là. Roule ton affaire, let's go. Je commence à être bon, là. Je veux qu'on parle de carrière maintenant. C'est important, la carrière. Moi, ça m'intéresse. Les jeunes, ça les intéresse. Quel genre de profil vous recherchez chez CWP Énergie? On cherche 3 critères avant tout. La curiosité, la passion, puis la coachabilité. Puis c'est souvent des gens qui vont avoir un background quantitatif, académique, mais aussi un background sportif ou musical ou discipline quelconque. Tu sais, on a des joueurs d'échecs extraordinaires dans notre business, on a des musiciens, on a des anciens athlètes de haut niveau. Tu sais. Si tu as un passé où tu as grandi en même temps que tu faisais tes études puis tu as été forcé de te mettre dans une discipline pour être capable d'accomplir plein de choses en même temps, c'est super payant pour le monde professionnel. Fait que nous autres, on regarde ça beaucoup. Quand tu parles de coachabilité, c'est quoi que tu veux dire par là? On veut savoir ta tasse, est-tu pleine ou est à moitié pleine? Puis si elle est à moitié pleine, bien là, on peut travailler ensemble pour dire voici ce que nous, on a appris avec les années pour te donner un background, puis on va te donner un air d'aller. Puis après ça, ça va être à toi d'aller voir, tu sais, qu'est-ce que tu es capable d'explorer. Mais quelqu'un qui sort de l'université ou qui sort d'un autre emploi puis qui connaît déjà tout, c'est pas super intéressant. Tu sais, parce qu'on veut être capable de travailler avec quelqu'un qui va cultiver cette curiosité-là. Fait qu'automatiquement, on peut travailler ensemble, puis il va être ouvert au feedback, il va être ouvert à s'améliorer. Puis souvent, c'est une coachabilité à 2 niveaux, là, tu sais. Autant nous autres, on va en apprendre, ou même moi, je vais en apprendre quand je vais parler avec un trader, que lui, il va en apprendre, puis on se partage nos expériences, puis les deux, on sort de là meilleur, tu sais. À haut niveau, là, est-ce qu'il y a des différences entre les différentes universités quand les étudiants... Ce que vous remarquez avec les profils que vous prenez, là? Oui, ben il y en a un peu. Tu sais, par exemple, HEC sont très bons en produits dérivés, évaluation de produits dérivés. Ils vont rentrer dans les modèles, comment ça fonctionne, tout ça. Laval est plus dans la finance quantitative de marché. Tu sais, il va avoir comme... Puis là, je pense que vous avez un nouveau programme... C'est incroyable. ...qui vient de sortir. Finance quantitative. Exactement. Ça, c'est très cool. Ouais. Donc, il y a plein de petites différences, mais nous autres, on a du monde un peu partout. On a du monde de différents backgrounds, que ce soit finance quantitative, mais on a aussi des gens qui ont fait des PhD en physique, qui travaillaient sur des projets extraordinaires, que là, ils essaient d'appliquer leur knowledge à
du trading ou de la finance. Fait que, Ouais. tu sais, c'est pas... on cherche pas nécessairement quelqu'un qui sort du background académique parfait. Tu sais. Ouais. OK. Et donc, est-ce que quelqu'un, par exemple, qui aurait un bac en ingénierie mécanique ou aurait tout autant de chance, ou ça prend vraiment la facette finance? Non, tu sais, honnêtement, je pense qu'il y en a, là. Il y en a des gens qui ont fini Ouais. trader qui étaient comptables. C'est ça. Il y en a qui étaient ingénieurs. Il y en a, tu sais, fait que je pense que le côté quantitatif ou juste profitabilité, là, ça peut être à n'importe qui. OK. Après ça, c'est sûr que c'est plus facile pour quelqu'un qui est capable de... Tu sais, quand tu sors de génie, tu as appris à programmer, tu es capable de... Tu sais, tu as fait des mathématiques complexes, tu es capable d'aller dans un niveau de détail qui va être différent que si tu as fait autre chose. Tu sais, mais c'est vrai. je pense que c'est comme l'entrepreneuriat, ça peut être donné à n'importe qui. Tu sais, la notion de profitabilité puis de savoir comment acheter, comment vendre, n'importe quoi, ça peut être fait par n'importe qui. Est-ce que tu peux nous parler des différents programmes de stage que vous offrez là, chez CWP? Oui, on a des stages plus traditionnels qui peuvent être faits un peu partout dans le business, que ce soit au niveau risque, au niveau comptabilité, au niveau analyse de marché, tout ça. Donc ça peut être des stages d'été ou de session. Tu sais, si c'est coop, on va matcher ça avec quelqu'un qui va superviser, puis on va donner des projets. Tu sais, fait qu'ils vont avoir un projet à livrer pendant leur stage. On essaie souvent de faire ça dans une cohorte aussi. Donc ils vont avoir des stagiaires qui vont être dans différentes portions de la business. Donc il peut y en avoir qui vont être dans le trading de bois, trading de grains, trading d'énergie. Puis ils vont avoir un genre de cohorte où ils vont se craquer, tu sais. Ils vont se craquer entre eux autres, disent, moi, mon projet, il est pas mal plus cool que le tien, puis ma présentation, elle va être meilleure. C'est drôle, ça. Puis, on les fait participer à la vie, tu sais, la culture aussi, où donc, ils sont responsables d'organiser une activité par été. Il faut qu'ils sortent toute la business, ils ont un budget, puis il faut qu'ils organisent quelque chose. Ça peut être genre... Il y a une année, ils nous ont amené faire du Dragon Boat. Une autre année, ils ont fait un tournoi de beach volleyball. Tu sais, il faut qu'ils nous sortent, là, tu sais. Puis on a un programme un petit peu plus officiel aussi qui est un peu notre club école. Là. On se rappelle qu'on gère cette business-là comme une équipe de hockey professionnelle. Fait qu'on on a comme un club école. Donc on appelle ça le Trading Camp qui, en gros, on a fait ça un peu pour imiter ce que les avocats font avec la course au stage ou bien le programme de rotation en finance où quand tu gradues, tout le monde va aller faire le programme de rotation pour les banques. Donc nous, on veut fournir une alternative plus cool puis qui va t'amener dans un siège de trader plus vite que si tu fais le programme de rotation avec les banques. Donc, on t'assoit dans un siège directement sur le parquet. Tu es matché avec un trader qui est senior. On te donne des opportunités qu'on sait qui sont d'actualité, un benchmark, puis c'est à toi de battre le benchmark. Est-ce que c'est ça, le junior trader? Ouais. C'est ça, le junior trader. Ça ressemble à quoi, mettons, un nouveau qui arrive dans ce type de poste-là? Là? Un nouveau qui arrive, on va essayer de l'exposer le plus rapidement au marché. Donc, on va lui donner des outils, on va l'aider à explorer le data, on va essayer de prendre quelques opportunités qu'on comprend très bien, qu'on va essayer de leur faire comprendre pour leur dire voici comment ça fonctionne et tout. Puis, à force d'être exposé à la routine quotidienne puis au mentorat du senior, bien, ils commencent à comprendre les fondamentaux, puis ils vont tranquillement avoir leurs propres idées de qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, puis qu'est-ce qu'il faut qu'ils tradent et tout. Puis tranquillement, on les accompagne. Là, c'est comme tu montres quelqu'un à faire du vélo au début, ils ont les petits trous, puis il faut que tu tiennes le vélo. À un moment donné, tu lâches le vélo, il y a encore les petits trous, puis à un moment donné, ils n'ont plus de petits trous. Fait que c'est la même chose avec le trading. Puis, mettons, je vais être réaliste sur un niveau. C'est quoi, mettons, le niveau de connaissance que les gens ont quand ils arrivent? Parce que souvent, ça fait peur aux jeunes. On dirait que quand tu postules pour un stage en trading, il faut vraiment que tu sois le top. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que les gens apprennent beaucoup à travers tout ça? Les gens apprennent beaucoup à travers tout ça. C'est sûr que c'est un métier qui est super compétitif. Ouais. OK? Fait que quand tu arrives, tu n'es pas 8-9 qui appliquent sur un poste. En plus, je le dis souvent, mais ta compétition est internationale. C'est fou raide, ça. Parce que c'est souvent des jobs qui sont hybrides. Fait que tu sais, quand tu arrives dans le pool de talent, là, tu compétitionnes contre des Sharp de New York, de Londres, de Dubaï, c'est quelque chose. de Montréal, de Québec. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut que tu trouves une façon de te démarquer. Puis c'est pas nécessairement d'arriver complètement prêt à faire ça, mais c'est d'arriver et d'être capable de démontrer ta capacité d'apprentissage, que tu as fait tes devoirs, que tu as une vie remplie de choses, puis c'est quoi tes accomplissements auxiliaires dans ta vie qui fait que tu vas être le meilleur candidat pour nous, tu sais. Ouais. Comment tu te démarques du lot? Parce qu'un bon CV en finance qui a des A partout, qui est en train de faire son CFA niveau 2, puis qui a réussi à faire son niveau 1 du premier coup, il y en a, là.
Ouais, c'est clair. Hein? Il y en a. Fait que c'est pas super. C'est un peu beige. Il faut que tu réussisses à sortir de là. T'sais. On va faire un exercice, OK? Disons que toi, tu arrives à l'université. Tu es en première année, mais là, tu connais ta business. Tu as tout l'arrière-thinking à travers tout ça. Qu'est-ce que tu ferais pour être sûr que tu es pris à travers CWP Technologies? J'ai un blanc, là. Énergie, ouais. Technologie aussi. Technologie aussi, ouais, c'est ça. Écoute, moi, ce que je ferais, premièrement, c'est j'affronterais la gêne que la plupart des étudiants ont. Là. Et j'essaierais d'aller me booker des cafés là, avec le plus de personnes dans cette business-là. Puis j'essaierais de comprendre qu'est-ce qu'ils font. OK. J'irais m'asseoir avec un trader. Puis souvent, les gens, là, puis moi, j'ai bâti un peu ma carrière comme ça. J'ai reach out à plein de monde. Puis les gens, ça leur font plaisir de dire oui à ça parce qu'ils veulent parler de qu'est-ce qu'ils font. Ils sont fiers de qu'est-ce qu'ils font. Fait que j'irais, arrêtez d'être gêné, là. Envoie un petit email ou envoie un petit message sur LinkedIn. Dis, hey, je suis super intéressé à ce que vous faites. On peut-tu aller prendre un café? Parle-moi donc de ce que ça prend. J'ai besoin, je suis à la recherche de conseils. T'sais. Là, je dis pas d'écrire sur LinkedIn, hey, je veux un job, donne-moi un travail, tout ça. Je dis bâtissez des relations. Là. Après ça, ton réseau va t'amener des opportunités. Mais bâtir des relations en premier. Fait que c'est ça que je ferais, moi. Au-delà de bâtir mon parcours académique puis de m'exposer au domaine knowledge que je veux aller chercher. T'sais, si je cours après une business de trading d'électricité, je vais essayer de m'éduquer en trading d'électricité puis d'aller faire ça, mais je vais bâtir mon réseau. Parce que c'est ça, les gens que vous allez prendre, c'est vraiment ceux qui savent, qui veulent aller vers l'électricité. Genre, ils sont spécialisés là-dedans ou... Pas nécessairement. Tu sais, moi, dans le fond, quand j'ai joint cette affaire-là, je viens d'une autre industrie. Tu sais, puis tous nos gros gaps d'innovation viennent d'idées qui étaient dans d'autres industries. Fait que tu sais, je suis pas prêt à dire que c'est juste ça. Par contre, si tu me mets candidat égal, même mindset... Ouais, c'est ça. Mais la personne a fait ses devoirs et a commencé à gratter dans ce métier-là. C'est certain que je prends cette personne-là. C'est juste plus facile pour nous. C'est vrai. Puis il va être plus plug and play. Donc, une bonne résolution pour les jeunes qui nous écoutent, des cafés. Dépasser cette gêne-là d'aller prendre des cafés, d'aller se bâtir un réseau. Après ça, est-ce que tu prendrais plus de temps pour étudier, avoir des meilleures notes possibles ou t'impliquer dans une association étudiante? C'est quoi le ratio que tu verrais, toi? C'est dur à dire. C'est une bonne question que je te pose là. Exact. Ça dépend toujours c'est quoi ton parcours. Qu'est-ce que tu veux faire? Si toi, tu dis, ben moi, je veux aller faire un MBA dans un Ivy League, ma réponse, ça va être bien différente. Si toi, tu chases un parcours qui demande un GPA qui est vraiment haut, focus là-dessus, va chercher ça. Si c'est pas ça que tu veux faire, puis tu veux avoir un parcours qui est très bon, mais pas, mettons, excellent, académique, puis tu veux remplir ça avec une expérience de vie étudiante, puis de défis sportifs ou bien de trucs de musique, c'est du life experience qui est vraiment payant. Parce que quand tu regardes ta vie comme adulte, quand tu as gradué, c'est pas vrai que tu focuses sur une affaire, là. T'es partout, là. C'est vrai. Puis qu'après ça, quand t'as des enfants, ben, t'es partout avec les affaires que tes enfants font. Fait que être capable de s'organiser dans un contexte où c'est un peu chaotique puis que t'as plein d'affaires qui bougent en même temps, c'est payant pour se trouver un emploi. C'est vraiment bon. Puis c'est quoi l'erreur que vous remarquez que les jeunes font quand ils rentrent là, dans un poste de stage ou sur le marché du travail? Là? Je te dirais que la plupart du temps, puis je vais reculer d'un step, l'erreur qu'ils font quand ils se présentent en entrevue, c'est qu'ils manquent de préparation. Ouais. Souvent. Ils vont regarder le site web, là, puis c'est pas mal ça. Là, c'est WP Énergie. Les gens qui manquent le nom en entrevue là, sont comme CMW. Technologie. Exact. Puis tu sais, c'est même pas grave. Là. C'est plus le fait que si je te pose une question de c'est comme moi, mon rêve, c'est de travailler en trading d'électricité. OK, cool. Qu'est-ce que tu as appris en préparation de ça? Puis ils sont pas capables de te répondre. C'est un peu niaiseux. T'sais. Fait que je trouve que une prise de conscience où est-ce que le métier que tu as choisi de faire, il est pas facile. Puis il est compétitif en maudit, comme je t'ai dit tantôt. Ouais. Fait que tu sais, la personne qui va arriver d'un Ivy League aux États-Unis ou bien de Londres, il va être préparé, lui. Là. Tu sais, il est prêt à sauter d'un avion pour venir nous rencontrer, mettons. Ouais. Fait que, je veux dire, il faut que tu arrives avec ce mindset-là, un peu de hey, je vais gagner, puis je vais l'avoir, puis je vais être surpréparé, tu sais. Fait que, puis il n'y a pas d'autre solution. Tu sais, la réalité, c'est que notre business à nous, on ne sauve pas des vies. Tu n'as pas besoin de savoir comment faire une chirurgie à cœur ouvert. Il faut juste que tu travailles plus fort que la personne à côté de toi. Exemple, moi, là c'est l'électricité qui me passionne. Je veux aller vers là. Qu'est-ce que tu me dirais d'aller apprendre par rapport à ça? Là? Je pense qu'il faut que tu sois capable de manipuler du data.
Je pense que le côté programmation puis structure de base de données, c'est super important. Ouais, OK. C'est vraiment plus simple que de partir un podcast, rencontrer toutes les entreprises du Québec. Ça, c'est quand même super pour se démarquer, tout ça. Je fais des farces, mais côté modélisation de data, là, c'est vraiment... être capable de parler aux data, c'est vraiment important parce que c'est la base de tout ce que tu vas construire. Donc, un programme, c'est ça s'apprend dans les livres, ça s'apprend où? Dans un programme plus quantitatif? Plus quantitatif, mais même là, je trouve que les gens qui graduent, par exemple, ils ont une lacune. T'sais. Je trouve que ça commence à se remplir tranquillement. Là, c'est de moins en moins le cas, mais par exemple, ils sortent du bac, puis ça dépend ou de la maîtrise, ça dépend de l'université aussi, mais il y en a qui sortent super fort en MATLAB. C'est cool MATLAB, mais la plupart des business maintenant fonctionnent avec Python, tu sais. Fait que là, c'est comme, il y a un gap. C'est pas super plug and play. Après ça, il y en a qui vont savoir programmer, mais que le côté interaction avec la base de données SQL, ben là, ça aussi, ça boite un peu. Fait que, tu sais, de dire, OK, parfait, ça prépare les étudiants avec toutes les notions de mathématiques financières, puis mais d'aller bridger ça avec un peu d'ingénierie de données puis de data science, je pense qu'on arrive là. Okay. Mais il y a encore un gap, des fois, dans certains programmes. Surtout au bac, je dirais. Est-ce que la maîtrise est de mise? Est-ce qu'on n'a pas le choix de passer par là? Un CFA aussi? Tu as toujours le choix. Je pense que pour une business comme nous, c'est pas nécessaire d'aller chercher ça. Moi, ce que j'ai aimé du parcours de CFA, c'est que c'est un titre qui est relativement généraliste. Ça te permet d'aller toucher, tu peux avoir une conversation éduquée dans le domaine de la finance avec à peu près n'importe qui, que ce soit dans la gestion de portefeuille, dans l'éthique, la conformité, l'évaluation d'entreprise. Ça te permet d'avoir des réflexes business intéressant. T'sais. Après ça, la maîtrise, mais c'est vraiment spécifique à savoir qu'est-ce que tu veux faire. T'sais, quelqu'un qui sort du bac, mais qui a un paquet de projets auxiliaires où il a pratiqué plein de techniques, puis il est allumé, puis il a fait son projet de, je sais pas, moi, t'as codé quelque chose qui te permet de faire du sports betting dans ton sol le week-end. Super cool. Okay. C'est pas obligé d'avoir une maîtrise, mais souvent, les notions... de finances plus évoluées, puis de construction de portefeuille, puis de gestion économétrique ou bien mathématique, c'est plus à la maîtrise que ça se pousse. Fait que, souvent, naturellement, c'est vers là qu'on s'en va, mais on n'écarte pas un bon bachelier qui a une vie remplie de projets intéressants puis un skill set unique. Là. Puis aller étudier à l'étranger, est-ce que ça vous fait un petit vélo? Ça vous fait quoi? C'est-tu un plus? Oui, parce que, encore une fois, je pense que tu amènes une diversité. Nous autres, on a un mix. Là. On a des gens qui viennent d'Europe, on a des gens qui viennent d'Amérique du Sud, on a des gens qui viennent du Canada, des États-Unis. Fait que, tu sais, ce mix de richesse-là puis de façon de travailler, c'est vraiment le fun. T'sais. Fait que c'est sûr que le parcours de vie compte quand tu essaies de te démarquer. Fait que, quand tu vas étudier à l'étranger ou tu as fait ton stage, je sais pas moi, dans un gros parquet de trading à New York, mais ça donne ton petit edge de plus par rapport aux autres candidats. C'est le fun. Ça me donne vraiment une bonne idée à travers tout le processus de recrutement. Qu'est-ce que le profil des gens que vous recherchez? Dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais un livre, quelque chose, une ressource, un podcast à recommander? C'est souvent la dernière question. Oui, écoute, j'en ai... moi, j'ai un livre qui m'a beaucoup influencé dans ma carrière, c'est Originals d'Adam Grant. En fait, qui est un peu... Je sais pas si tu le connais. Non, et en fait, c'est un peu un livre qui encourage à challenger le status quo là, ou bien le group thinking. Puis de pousser à terme, des fois, tes grandes idées qui peuvent déranger ou faire des vagues et tout ça. Pour moi, c'est important. Puis ça a été un peu la clé de ma carrière où j'ai toujours un peu challengé l'existant. Par contre, il faut que tu sois capable de le livrer. Là. Tu peux pas juste critiquer. Il faut que tu le livres. Puis finalement, le podcast que je trouve d'actualité, c'est le podcast de Scott Galloway. Ça s'appelle le Prof G Pod, qui est un entrepreneur... puis un créatif là, qui avait fait sa business en marketing. Puis c'est un prof à NYU Stern. Il y a comme un volet où est-ce qu'il parle de marché. Fait qu'il fait un commentaire sur les actions à toutes les semaines, à tous les jours. Il parle de gros sujets d'actualité financière, mais il y a aussi... C'est un père super impliqué avec ses enfants. Fait qu'il y a comme un côté life admin qui discute comme un gars qui a vieilli avec des enfants dans la vingtaine. Puis là, aujourd'hui, il y a comme 55. Fait que c'est vraiment intéressant de voir...
l'évolution, puis il partage son life experience, puis il y a plein d'affaires, il donne des conseils aux jeunes qui essayent de trouver leur chemin dans leur carrière. Là. Je le trouve assez bon. Puis il y a son lot de blagues inappropriées dans son podcast qui peut être bon. Là. Ça brise un peu le moule traditionnel. Je te rajoute une autre question basique, bien basique. Là. Si tu revenais au début de ta carrière, est-ce que tu ferais tout pareil ou des trucs différents? Je pense que je me ferais confiance plus vite dans ma carrière. Mettons que j'avais le choix. Là. Ouais. Parce que ça a été long avant que ça unlock. J'ai toujours su que je pouvais faire quelque chose, mais je pense que j'étais un peu sur le break. Puis je pense que je me serais lancé en entrepreneuriat plus vite que ce que j'ai fait de cette façon-là. Fait que je ne changerais pas grand-chose d'autre. C'est parfait. Merci beaucoup d'être venu. C'est vraiment le fun. Merci d'avoir pris du temps. Merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Merci beaucoup. Bye bye. Salut.